Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Quel parcours intellectuel et quel parcours de vie vous a amené à creuser inlassablement ce sillon de l'esclavage et de la réparation ? Mais justement, cette sensation de creux, cette sensation de silence, si vous voulez, lorsque j'étais, il y a quelques siècles de cela, lorsque j'étais étudiant en philosophie, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui. C'est qu'on nous apprenait à penser, on nous apprenait la solidité des systèmes philosophiques, et aussitôt après, on nous montrait les failles des systèmes philosophiques, jusqu'à justement arriver aux Lumières. Lorsque nous en arrivions aux Lumières, on présentait la pensée et l'on ne nous disait rien des failles, de ce qui ne pourrait ne pas aller. Eh bien, ça a piqué ma curiosité, et étant mal né, comme de bien entendu, j'ai été voir si éventuellement ce silence ne cachait pas quelques arcanes. Ensuite, par le plus grand des hasards, j'ai découvert le Code noir. Et bien entendu, dès que j'ai publié le Code noir, il m'a semblé que la question des réparations se posait immédiatement. Elle se posait juridiquement, elle se posait historiquement. Elle comportait des problèmes politiques évidents, mais ne pas la traiter, ne pas l'aborder par le corps, ça me semblait assez scandaleux, et donc je suis resté sur cette ligne-là. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Tout ce qui a été fait aux Amériques a été fait avec les mains et le sang des Indiens et des Noirs. Il leur revient donc tout. Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Torturés, massacrés, razzia, indiens, noirs, indiennes, noirs, silence, tabou, histoire, dictature, code noir, continuité, lumière. Bien avant les Lumières, de moins de rien du tout, Bible en main et texte juridique en main, déclare l'esclavage est une aberration totale, ces hommes-là sont libres et il n'y a aucune disposition juridique au monde qui puisse faire de ces hommes libres des esclaves que l'on puisse marchander. Ces hommes n'ont pas invoqué, comme le ferait au siècle suivant Montesquieu ici en France, la pitié ou la miséricorde. Ils ont invoqué les droits et la justice. Ceux que vous traitez en esclaves, ce sont des hommes libres. Rendez-les leur liberté. Ceux que vous exploitez à mort, ils sont maîtres. Rémunérez leur travail au juste prix. Fils, petits-fils, arrière-petits-fils de leurs aïeux libres et réduits par vous à l'esclavage, rendez-leur à ceux que vous enchaînez aujourd'hui tout ce qui leur revenait et que vous leur avez volé. Ils ont invoqué droit et justice et ils ont parlé des droits humains. Humanos derechos, comme on le rappelle Salamullah. L'intérêt du travail de Louis Salamullah, c'est de montrer que le juridique dominant dans cette société a un fondement, une base, des assises idéologiques. Tout ce qui a été fait, construit, réalisé aux Indes occidentales depuis que vous êtes arrivés fainéantés ici est le fruit du travail des Indiens et des Noirs. Rendez-leur tout, car tout leur appartient. Pour les Noirs, pour ces hommes et ces femmes libres que vous avez affamés, torturés, fouettés, amputés, violés, émasculés, chargés de chaînes, vous avez transformé ces lieux en un enfer aussi cruel que celui qui vous attend en fin de vie. Affranchissez, payez, réparez. Bien entendu, il est impossible de tout réparer, mais il faut que l'affaire soit traitée par des hommes sages qui donneront la mesure de la réparation. Et le pauvre de Maurras était loin d'imaginer que les hommes sages diraient « Allez vous faire voir ailleurs, ici il n'y a rien à voir, ici il n'y a rien à prendre ». Il y aurait une note à payer
à acquitter, puis ça serait fini? Non, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. Cette question fondamentale, celle des réparations, elle est hors jeu. On s'entend toujours s'opposer le même éternel argument de l'anachronisme. Vous avez monsieur, vous avez messieurs, vous savez messieurs les militants, vous opposez à une pratique d'il y a 3 siècles, des scrupules d'aujourd'hui qui ne sont pas juridiquement recevables. En gros, voilà comment ça se passe, et bonne chance, chantez. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament. Nous avons affaire, avant les Lumières, à une condamnation radicale, non pas des excès dans la pratique de l'esclavage, mais de l'esclavage lui-même, en rapport avec l'Afrique. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament. Puisqu'ils sont libres, eh bien, il faut qu'ils soient traités en hommes libres, et par conséquent, donc, leur avoir est aussi précieux que leur être, et leurs descendants ont droit à réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament. Alors vous voyez, cela tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe dans le contexte français actuel où, en général, on accuse ceux dont je suis qui se battent pour que l'on ouvre le chapitre des réparations, quelles qu'en soient les difficultés. Louis Sala-Molins, professeur honoraire de philosophie politique à l'université Toulouse-Le Mirail, auteur de Esclavage et réparation, les lumières des Capucins et les lueurs des pharisiens. Louis Sala-Molins est au micro de Frédéric Pfiffer. Vous êtes professeur émérite de philosophie politique à l'université de Paris 1 et Toulouse 2 et vous venez de publier fin septembre un nouvel ouvrage intitulé « Esclavage, réparation, les lumières des Capucins et les lueurs des pharisiens » aux éditions Ligne. L'esclavage et les questions de la réparation, c'est un thème que vous aviez déjà empoigné à bras-le-corps en 1987 avec un ouvrage qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des historiens, le Code noir ou le Calvaire de Canaan, un code noir promulgué par Louis XIV en 1685 qui réglemente l'esclavage des Noirs aux Antilles, en Louisiane et en Guyane et que vous avez replacé dans sa filiation théologique, philosophique et juridique, un code noir qui met en lumière la part française de ce qu'une disposition légale qualifia en 2001 de crime contre l'humanité. Et puis, avec les misères des Lumières sous la raison, l'outrage, vous livrez en parallèle en 1997 une réflexion fondamentale sur la mémoire et sur l'histoire. Vous y relevez un long silence de l'historiographie française sur l'esclavage. Nombre de vos ouvrages sur l'esclavage ont créé donc la polémique, en tout cas les critiques mordantes de la bien-pensance française, des milieux des historiens, des philosophes, des politiques, voire des magistrats. Alors comment l'expliquez-vous ? Eh bien, je l'explique parce qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et le problème essentiel dans cette histoire, c'est que malheureusement, le chapitre français de l'esclavage et de la traite des Noirs coïncide avec la carrière des Lumières. Et bien entendu, en France, comme vous le savez, les Lumières, c'est tabou, on n'y touche pas, ce sont les droits de l'homme, ce sont les droits sur lesquels nous étayons tous nos législations. Et par conséquent, montrer qu'il y a un silence scandaleux chez ces messieurs dames des Lumières à propos de l'esclavage, et que quand il n'y a pas silence, il y a des arrangements, on verra plus tard, on fera moratoire, il faut moins mal les traiter, etc., etc. Mais il n'y a pas de rejet radical, absolu, brutal de l'esclavage. Et c'est quelque chose qui est inaudible aux oreilles de la bien-pensance. Et par conséquent, si vous voulez s'en prendre à Montesquieu, s'en prendre à Rousseau, allez voir, non pas dans la page qu'on cite toujours, mais dans celle d'à côté qu'on ne cite jamais, que finalement la position de ces messieurs n'est pas d'une négation totale de la viabilité juridique de l'esclavage, c'est toucher le saint des saints, et par conséquent, l'historiographie française ne me l'a pas pardonné, et s'il est vrai que le Code noir a bien entendu constitué un élément fort pour que l'on en vienne à la loi Taubira, la bien-pensance française ne me le pardonne pas. Louis Sala-Molins, avec Esclavage, réparation,
Les lumières des Capucins et les lueurs des pharisiens, votre dernier ouvrage, vous présentez et analysez les livres de colère de deux Capucins de la fin du XVIIe siècle qui non seulement exigeaient la cessation immédiate de l'esclavage, mais réclamaient déjà des réparations sans condition. Écoutez, ce texte-là a été publié dans son intégralité en 1995 par un monsieur Robert Lapierre. Il a publié donc l'ensemble des mémoires d'Épiphane de Moirans. Il l'a fait paraître dans une revue martiniquaise, et chacun peut le voir. Les historiens peuvent le voir. Les revues historiques ont un service de presse. Pourquoi le texte d'Épiphane de Moirans, publié dès 1995, nous en sommes déjà donc bien après l'apparition du Code noir, nous en sommes avant la loi Taubira, mais il y a déjà un certain remue-ménage concernant cette affaire, pourquoi il n'y a pas la moindre compte rendu, le moindre relevé journalistique sur ce texte? Il est quand même accessible, pas facilement, mais les historiens savent faire ça. Il est accessible depuis 1995. Il aura fallu qu'il tombe sous mes yeux, sous mon regard, mal foutu, de mal appris, comment dirais-je, de malotru, pour qu'on puisse finalement le donner à lire à un public un peu plus vaste. Cette déjection hors de la famille humaine est un crime. Ça va prendre du temps, mais le dossier va avancer. Je pense que désormais, il ne peut pas reculer. On ne peut pas l'enterrer. Les militants sont très nombreux qui veillent au grain. Il y a les tribunaux, il y a une pression forte de la part du mouvement international des réparations qui siège aussi bien aux États-Unis qu'aux Antilles qu'en France. Il y a le CRAN, il y a différents mouvements qui poussent. La dernière nouveauté, celle qui me réjouit le plus, c'est que l'idée des réparations n'était pas, n'avait pas droit de citer dans l'UNESCO. Or, le 10 septembre, l'UNESCO a fêté le 20e anniversaire de la route de l'esclave, et dans ce contexte-là, de technicien de la chose, il a été dit qu'il était grand temps de sauter l'étape des célébrations, l'étape des commémorations, et de passer à l'étape des réparations. Il y avait la Taubira, il y avait là des juges, des magistrats qui gèrent ces questions, des avocats de cette cause, et tout en ne croyant pas au Père Noël, je crois que ça va venir. Ceci dit, encore un point avant de liquider cette histoire, Épiphane de Moirans sait très bien quand il essaie de calibrer le volume de la dette et le volume de ce qui a réparé. Il dit lui-même, ce qui montre qu'il est d'une grande sagesse, il dit mais toutes les France et toutes les Espagnes n'y suffiraient pas à réparer, dit de Moirans. Parce que absolument tout ce que nous venons de construire actuellement, nous sommes déjà, n'est-ce pas, avec de Moirans, à la veille du Code noir, tout ce qui a été fait aux Amériques a été fait avec les mains et le sang des Indiens et des Noirs. Il leur revient donc tout. Et il ajoute aussitôt, bien entendu, il est impossible de tout réparer, mais il faut que l'affaire soit traitée par des hommes sages qui donneront la mesure de la réparation. Et le pauvre de Moirans était loin d'imaginer que les hommes sages diraient « allez vous faire voir ailleurs, ici il n'y a rien à voir, ici il n'y a rien à prendre ». Ils se rendent compte du caractère pyramidal de ce qu'ils demandent, du caractère monstrueux de la dette accumulée. Ils savent que ça restera donc, sinon irréparable, non réparé, mais il dit des sages vont déterminer qui est quoi et comment. C'est un peu ce que nous demandons aujourd'hui. On ne demande pas, les militants d'aujourd'hui pourraient dire la même chose. Pourraient dire ce qui a été fait et construit de telle année à telle année aux Amériques, c'est la main-d'œuvre esclave et c'est la main-d'œuvre indienne. Par conséquent, remboursé intégralement. C'est pas ça. On dit mesurez, calculez, faites de la cybernétique. Donnez-nous une masse considérable. Dites-nous combien ça vaut tout cela, combien on leur doit. Et à ce partir de ce moment-là, il ne s'agit pas de donner comme les Américains, un âne et 45 sous à chaque esclave, mais inventer des fondations, des péréquations, des systèmes, des niches, ce que vous voudrez. Vous savez, les juges disent en quelque sorte, mais ces gens-là sont morts, qui peut réparer Bon. Écoutez, lorsqu'un État reconnaît une dette de quelque chose envers quelqu'un, l'État tient compte du fait que le fisc, en latin, ça veut dire le sac dans lequel on met la totalité de l'argent, et il va de soi que par péréquation, tel qui aurait été peut-être esclave aux générations précédentes, se trouvera devoir participer par un impôt XY à la compensation. Mais quand l'État claudique, pour le dire très court, quand la claudication est l'affaire de l'État, c'est à l'État de réparer la claudication.
Louis Salamolins était au micro de Frédéric Pfiffer. Il y a des mouvements en France qui font que l'on en parle, il y a des procès en cours, il y a des mouvements aux Amériques sur ce domaine, et il faudra que l'on y revienne, et il faudra tout de même faire sauter cet argument de l'anachronisme. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Ça, c'est Tocqueville. Tocqueville, sur lequel la bien-pensance française veut voir, en quelque sorte, la sublimation politique de l'héritage des Lumières. Je sais qu'un certain nombre de voix, depuis longtemps, la réclament. Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude.